Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est à Cournonterral, dans le sud de la France, Exact. pas très très loin de Montpellier. Et tu me fais plaisir de m'accueillir chez toi, donc merci beaucoup. Plaisir est partagé, tu le sais bien. C'est très gentil. Donc tu le sais, on est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous, qui m'amène depuis 2 ans à faire plus de 1500 interviews, 200 000 km autour de la planète pour arriver ici. Génial. Alors, surtout que ça fait pas trop loin, parce que je crois que tu es de Montpellier. Toi. Exactement, c'est juste à côté. Ouais. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi? C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Je dirais que avant de parler du bonheur, il faudrait peut-être un petit peu bien le cerner déjà quelque part, parce que je dirais quelque part le bonheur ça se vit plus que ça se décrit. Mais je pense qu'il y a le bonheur et il y a le plaisir. Donc là, c'est important, c'est qu'en fait, dans notre société présente, on nous apporte non pas le bonheur, mais on nous apporte du plaisir. Et donc, on nous monnaie le plaisir, on nous vend du plaisir, des spectacles, la télévision, acheter une belle télévision, acheter une belle voiture, etc. Tout ça, ça nous donne du plaisir. Mais comme chacun sait, ce plaisir, il ne dure que très peu de temps, il dure une journée, il dure 2 jours, il dure... Et puis, pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qui est très difficile, c'est un peu comme de définir l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Le bonheur, ça vient de l'intérieur, ça vient de l'intérieur de nous, et ça nous rend heureux, tout simplement, et ça nous donne envie de nous lever le matin, et puis envie d'aller travailler, envie de vivre, tout simplement. Et pour moi, c'est vraiment un élan du cœur, parce que pour moi, le bonheur aussi ne peut pas exister sans amour. Est-ce que tu fais une différence entre plaisir et bien-être? Oui, aussi, parce que le bien-être, c'est un état, le plaisir, c'est encore plus une dynamique, je dirais. C'est vrai qu'il faut pas se priver des plaisirs, et on peut dans le bonheur avoir des plaisirs, mais le bien-être, je dirais que c'est plus un équilibre, c'est plus un état, je dirais qu'on devrait tous avoir à l'échelon quotidien, et le bonheur, donc pour moi, c'est plus sur le plan physique, tandis que le bonheur, c'est plus sur le plan, je dirais, psychologique, mental, et je dirais presque spirituel. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'on comprenne un peu ton cheminement? Oui, parce que... ça va comprendre aussi, parce que moi, le cheminement, c'est quelque part, c'est ça aussi, c'est rester toujours au niveau du bonheur. Au niveau du bonheur, parce que j'ai commencé par faire des études de médecine, qui sont par contre, ça c'est pas toujours que du bonheur, mais bon, ça nous passionne, et puis on est jeune, et puis on y va, on a des bonnes équipes, et puis ça va. Et puis après, quand j'ai commencé à faire un vaste tour du monde, parce que c'était quelque chose que j'avais envie de faire, et là c'était vraiment une grande expérience pour moi pendant plus d'1 an et demi, c'était vraiment des instants de bonheur également. Et puis, parce que là, c'est la liberté à l'état pur. Après ça, j'ai commencé à m'installer, qui a été aussi un grand moment de bonheur, cette installation, parce qu'avec mes patients, j'ai vraiment partagé des choses. On a échangé, on a évolué, j'ai évolué avec eux, et c'était vraiment quelque chose où je me suis éclaté. J'étais médecin, je dirais maintenant, de famille. Après, maintenant, on parle plutôt de médecine générale, mais j'étais médecin de famille. Je connaissais les parents, les enfants, tout le monde. Donc, on faisait partie de la famille. C'était quelque chose de génial. Je faisais des gardes, Mais bon, je m'éclatais, et pendant toute cette période-là, en plus, j'ai fait plein de formations de médecine naturelle qui me passionnaient, aussi bien sur le plan des plantes, des oligo-éléments, de la nutrition, de l'ostéopathie, mais aussi la sophrologie, le symbolique des maladies. J'ai beaucoup aussi étudié par rapport à l'époque, on appelait ça les NDE, maintenant on appelle ça les EMI, les états de mort imminente. Après ça, j'ai beaucoup intéressé aussi aux vertus de la prière, sur la santé, etc. Et donc j'ai fait ça pendant 25 ans. Et puis au bout des 25 ans, il y a eu comme si quelque chose freinait, ça passait, puis il y avait quelque chose qui passait plus. Et donc j'ai compris aussi, j'avais amassé une grande quantité d'informations que je ne pouvais pas transmettre parce que je n'en avais pas le temps. Et puis là, c'est là que j'ai décidé de changer pour toujours suivre un petit peu ma route et suivre toujours l'élément clé, c'est rechercher toujours le bonheur. Et donc là, j'ai arrêté, j'ai passé toujours un diplôme de cancérologie clinique, j'ai été faire une mission humanitaire au Tibet, et là, j'ai commencé à écrire. Et c'est là que je me suis découvert quelque chose que je ne le pensais pas du tout au départ. J'ai commencé à développer des conférences, à développer des stages, et
et même au niveau des écritures, l'écriture a changé au fur et à mesure des années, parce qu'au départ, j'avais vraiment, est-ce que je l'ai fait, je voulais transmettre un petit peu mon expérience de médecin, je dirais de médecine naturelle, sur les soins du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la fibromyalgie. Et puis au fur et à mesure, une fois que j'ai passé l'ensemble de mes messages, qui sont d'ailleurs à disposition gratuitement sur mon site, je suis en train de faire aussi des dossiers téléchargeables gratuitement sur mon site, tout ça pour les mettre à disposition. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à Ho'oponopono qui est arrivé dans ma vie, qui était un véritable bonheur. Comme j'ai découvert les textes en américain, j'ai dit waouh, c'est génial. Et donc je les ai expérimentés, j'ai vu les résultats, j'ai rencontré Maria qui travaille aussi sur Ho'oponopono et je lui ai dit Maria, il faut qu'on écrive un bouquin, c'est vraiment trop bien, il faut le faire connaître. Et donc c'est un petit peu le but. Donc j'ai commencé à voir Ho'oponopono à Hawaï, j'ai été plusieurs fois à Hawaï où j'ai rencontré la pensée de Aloha, de Launa, du Ha, du Pono, etc. qui sont merveilleuses. Puis après ça, j'ai développé les soins énergétiques avec des choses qu'on peut soigner avec ses mains et tout le monde peut l'apprendre en l'espace de quelques instants, quelques heures malgré tout. Et on voit le résultat immédiatement sur les personnes, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique. Et puis, il y a la méthode Aora, l'évolution personnelle, etc. Et maintenant, avec Florence, ma compagne, on aime beaucoup aussi travailler sur le sens de la vie et la mission. Qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre? Donc, c'était tout un cheminement, mais quelque part, c'est sans préméditation, en fait, hein, sans aucune préméditation. Et j'aurais jamais pensé, il y a 20 ans, de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais seulement, là, ça répond un petit peu à ta question. C'est que j'essaie de suivre toujours la ligne du bonheur et comment qu'on sait aussi pour le bonheur, en fait, un des fils d'Ariane, c'est tout simplement d'être heureux. Et quand on n'est plus heureux dans ce qu'on fait, il faut en tirer des conclusions, se dire ok, là je suis plus. Bon, je l'ai été par exemple en médecine, pendant 25 ans j'étais très heureux, au bout de 25 ans j'y suis plus parce que la médecine a changé, a évolué, etc. C'est ni bien ni mal, mais je me reconnaissais plus. Donc là, pour être heureux, il fallait que je change. J'avais une autre facette de ma personnalité à développer. Et voilà, donc c'est comme ça. Je pense que c'est le fil d'Ariane. On dit toujours si on est heureux, très bien, à continuer. Si on n'est pas heureux, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer dans sa vie. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as une casquette très pragmatique de par les études que tu as faites en tant que médecin, et puis cette casquette de thérapeute, quoi, finalement, qui est plus dans le monde énergétique. Quoi. Ah oui, et c'est intéressant d'avoir ce point de vue d'une personne cartésienne, à mon sens, et en même temps très ouvert justement au monde de l'énergétique. Tout à fait, parce qu'en plus, il y a le médecin. Je dirais quelque part, il y a même beaucoup qui me disent tu es un bon naturopathe aussi, parce que c'est les pensées, même la pensée homéopathique, etc., n'est pas si éloignée que ça de la naturopathie. Et puis il y a les soins énergétiques. Et là, pendant des années, j'ai vu les guérisseurs philippins, j'ai vu les guérisseurs brésiliens, j'ai vu des magnétiseurs en France, j'ai vu des marabouts, j'ai vu plein de gens qui m'ont montré des techniques qui étaient intéressantes, mais je ne me suis pas autorisé à les faire jusqu'au jour où je me suis intéressé à la physique quantique. Et là, la physique quantique m'a appris qu'en fait, nous ne sommes formés que d'énergie au départ. Et si nous ne sommes formés que d'énergie, nous nous nourrissons de l'énergie, que l'énergie circule en nous aussi bien comme le sang dans nos artères, bien d'un seul coup, on commence à comprendre qu'en travaillant sur ces énergies, on peut à ce moment-là avoir une action sur le corps. Parce qu'en fait, les énergies se concentrent, vont former des particules. Ces particules vont s'assembler, former des atomes, des molécules, des protéines, des cellules et des organismes entiers. C'est bien qu'en fait, quand il y a un organisme qui est malade, on peut très bien travailler sur la biologie, c'est-à-dire sur la cellule, on peut travailler sur les protéines. Après ça, mais on peut aussi travailler sur la chimie, ce que fait très bien aussi la médecine, les laboratoires. On travaille sur le niveau de l'atome et au niveau de la molécule, mais on peut travailler aussi au niveau de l'énergie. Donc c'est des plans différents de notre constitution humaine. Tout à fait, ouais. Mais je crois qu'on va même plus loin, on dit que tout est constitué d'énergie au final. La table, les chaises, tout ce qui nous entoure est énergie, c'est que des atomes qui s'entrechoquent. Qui se construisent et qui se déconstruisent à chaque instant de la vie. Et en fait, qu'est-ce qui fait? Et c'est ça aussi qui est intéressant. Parce qu'en fait, les physiciens quantiques le disent bien, on a commencé à travailler sur la matière, on a découvert l'énergie. Bon. Ok, là, on s'est aperçu que toute la matière n'était qu'une formidable concentration d'énergie. C'était de l'énergie concentrée qui était reliée par des forces électromagnétiques, gravitationnelles, etc. Mais seulement,
si l'énergie se transforme en matière et que la matière se transforme en énergie, ça ne se fait pas d'une manière spontanée comme ça. C'est qu'il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui organise tout ça. Et qu'est-ce qui va organiser tout ça? C'est l'information. C'est une information qui va diriger la matière, l'énergie vers telle ou telle particule, ou la particule qui va revenir en énergie. Et l'information, c'est quoi? C'est tout simplement, on arrive au niveau du Big Bang, il a fallu qu'il y ait une information primaire, première, et on arrive à la notion du grand architecte. C'est ça. Et puis de l'autre côté, nous aussi, nous sommes des grands architectes parce que notre pensée va attirer par la loi d'attraction justement la construction de tel ou tel système. Alors ça, il faut vraiment que tu nous l'expliques parce que tu prêches un convaincu, mais je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui va se dire, qui est peut-être un peu sceptique. Est-ce que tu peux mettre des mots simples dessus pour qu'ils comprennent réellement qu'effectivement, on est l'architecte de notre vie? Et ils ont raison d'y être sceptiques. Il faut toujours garder un scepticisme et toujours regarder, ne jamais croire complètement, mais vraiment l'expérimenter. C'est comme ça qu'il faut vraiment garder son esprit critique. Ça, c'est super important. Parce qu'en fin de compte, la règle, c'est que deux énergies de même fréquence s'attirent. C'est-à-dire que quand on pense à quelque chose, on est en train d'attirer ce quelque chose. Donc, ça, c'est le principe. Mais alors vous dites, ok, mais moi, je pense à gagner au loto tout le temps quand j'achète mon billet de loto et je ne le gagne pas. Et je ne gagne pas pourtant. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vais vous donner un exemple typique. C'était un ami, je marchais dans la rue, puis je vois un ami qui sort de chez le buraliste. Puis je lui dis, tiens, mais tu fumes toi? Je ne savais pas. Il me dit, non, j'étais joué au loto. Et puis il me dit dans la phrase suivante, oui, mais tu te rends compte, si je gagnais ça, ça me ferait du souci. Donc si vous voulez, c'est qu'on se retrouve à vouloir, on a envie de quelque chose, mais juste après, on dit exactement son contraire. Donc on efface. Et donc, nous, on est dirigés malheureusement dans nos pensées par notre inconscient, qui n'est pas toujours très sympathique pour nous, parce que, vous savez, c'est tous nos programmes, nos croyances. Vous savez, c'est comme quand j'ai rencontré beaucoup parmi les patients que j'ai soignés, par exemple, des gens qui étaient complètement dévalorisés, parce qu'on leur a dit toujours depuis qu'ils étaient tout gamins qu'ils ne valaient rien, qu'ils n'arriveraient à rien. Donc, ces gens ont gardé ce programme-là dans leur vie adultes, et si bien que inconsciemment, ils attirent des situations qui leur montrent qu'ils ne valent rien et qu'ils ne s'arriveront à rien. Alors c'est vrai que c'est tout le bonheur d'Ho'oponopono, justement, d'effacer ces mémoires qui nous contrarient, en fait, et pour arriver, bon an, mal an, à créer des choses qui vont nous faire plaisir. Alors c'est vrai que d'un côté, il faut effacer les programmes délétères, et de l'autre côté, il faut commencer par demander. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Parce que moi, par exemple, souvent, je me rappelle quand je travaillais, comme toujours, en plus en médecine, on est souvent amené à trouver des germes, des virus, des machins, donc on a commencé à avoir le nez qui chatouille, la toux qui commence à arriver, et là, je disais, je ne veux pas être malade. Et là, simplement, le fait de dire ça bien clairement, à ce moment-là, la maladie, elle partait. Et c'est vrai qu'il faut demander. Et le truc, c'est si on ne demande pas, les choses vont arriver un petit peu comme notre esprit va l'amener. Mais si on demande, déjà on pose d'un côté. On pose d'un côté. Mais c'est pas pour autant que ça va arriver, mais c'est déjà posé. Ça va pas forcément arriver parce que de temps en temps, on va amener des doutes ou on va amener, il y a un programme qui va délétère, qui va saper un petit peu cette demande. Donc c'est pas grave, on faut quand même demander et puis essayer justement de faire Ho'oponopono sur tous les éléments qui pourraient saper ce programme. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait faire un pont entre Ho'oponopono et le bonheur? Ho'oponopono, c'est de l'amour. C'est de l'amour, mais c'est de l'amour de soi. C'est ce qu'il faut bien comprendre aussi. C'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, on est responsable de toutes les situations que l'on vit, les bonnes et les mauvaises, et que les mauvaises, on les a attirées avec des pensées délétères, inconscientes. Et donc Ho'oponopono, évidemment, nous permet d'effacer ces pensées délétères et donc de nous remettre dans des situations qui sont positives. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne fait pas Ho'oponopono pour obtenir ceci ou pour cela. Ça, c'est une erreur. Là, on fait Ho'oponopono pour se dire, ok, j'ai telle situation désagréable, maintenant, je vais effacer la mémoire erronée qui était à l'époque, ou le programme, ou la croyance qui était à l'origine de ça. Mais quand on a effacé la mémoire ou le programme, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait par contre que ça va être
bien, que ça va être mieux, mais on ne sait pas quoi. Donc, et là, Ho'oponopono, c'est vrai qu'à force, va nous apporter, mais je ne pense pas que ce soit ça. Pour moi, c'est pas, ça nous mène, ça nous fait sortir un petit peu de notre souffrance, surtout Ho'oponopono. Et ça nous fait sortir aussi, ça peut nous faire permettre aussi de sortir de nos peurs. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est que le bonheur ne peut pas marcher sans amour. Il y a obligatoirement de l'amour quand on est dans le bonheur, l'amour des autres, l'amour de la vie, l'amour. Et qu'est-ce qui est l'opposé du bonheur? Ce n'est pas la haine, contrairement à ce qu'on est souvent présenté, ce sont nos peurs. Nos peurs, c'est ça qui va nous empêcher d'aller vers l'amour. La peur de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de ne pas y arriver, la peur, c'est toutes nos peurs. Et Ho'oponopono va nous permettre d'effacer ces peurs. Ça nous permet d'effacer ces peurs. Il n'y a pas que ça, il y a la méthode Aora aussi, qui est une méthode extrêmement efficace pour travailler sur ces peurs, pour les éliminer les unes à les autres. Une fois qu'on les élimine, on arrive de plus en plus dans l'amour. Et c'est vrai que ça peut nous porter au bonheur, bien sûr. Mais Ho'oponopono, c'est un outil qui va nettoyer notre chemin, en fait. Et c'est génial. Ce qui veut dire qu'il y a un gros programme de déprogrammation à réaliser chez chaque individu, si je te suis bien. Oui, ouais. Tout à fait, tout à fait. Ben, on a un programme, pour moi, hein, je n'engage que moi, on a un double programme. On a le programme qu'on a amené ici sur cette terre quand on s'est incarné. Alors ce programme, ça veut dire quelque part, on a une mission, on a quelque chose à y faire sur cette vie, on a quelque chose à y apprendre, on a quelque chose à donner aux autres. Donc c'est un peu centrifuge et centripète pour que ce soit toujours l'équilibre. Et donc là, évidemment, on a amené des choses, pour moi, je crois sincèrement à la réincarnation, donc on a amené des choses de vie antérieure qu'on a à travailler et des programmes de vie antérieure. Et puis après ça, on a toute notre éducation. On est arrivé sur cette terre avec des aspirations, avec des talents, avec des capacités. Mais on arrive sur cette terre qui est dans une société, on a encore de la chance, nous, notre société occidentale, mais ça n'empêche qu'on a une société occidentale qui n'est absolument pas faite pour développer nos talents et nos capacités et nos aspirations. Au contraire, on nous dit, tu vas aller à l'école, tu vas passer dans le moule, et après ça, tout le monde doit sortir du moule en ayant les mêmes aspirations, les mêmes envies, les mêmes entrains. Mais seulement, on a perdu notre être, tout simplement, derrière tout ça. Et là, eh bien, quelque part, il faut réussir à recoller sur cet être, parce que quand on est dans le bonheur, c'est qu'on est vraiment dans notre être. Et pour moi, dans notre société nous apprend d'être dans le paraître. On a des masques, je suis médecin, je suis ceci, je suis cela, mais c'est des masques, ce sont des masques. Et donc, j'aime bien le mot paraître, parce que le mot paraître, ça veut dire pas être. Et quand on est véritablement dans ce que l'on est, dans nos aspirations, etc., eh bien c'est parfait. Vous savez, je dis des choses, là, même devant cette caméra, je dis des choses parce que je les pense. Alors c'est vrai que j'aurais pu me dire « non, 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 il ne faut pas dire ça parce que qu'est-ce qu'on va en penser, etc. » Non, je dis les choses comme je les pense et voilà, je ne cherche pas à me faire aimer ou me faire rejeter, je dis simplement ça parce que ça vient de mon être intérieur et ça vient de ce que je pense et ce que je ressens intimement. Après ça, je suis tout à fait d'accord pour que d'autres personnes pensent autrement et voient les choses différemment. Ça, je le comprends très bien. C'est simplement mon expérience qui est derrière ça. Est-ce que tu ne penses pas qu'on gagnerait du temps justement à revoir l'éducation de nos enfants? Parce que là, on parle de déprogrammation, de reconditionnement, mais si on changeait l'éducation de nos enfants, c'est-à-dire en gros le système de l'éducation nationale, et qu'on proposait des solutions alternatives, c'est comme nous on a envie de le faire avec l'école de la vie, est-ce qu'on gagnerait pas du temps? Ah ben, bien sûr, parce que, mais si tu veux, il n'y a pas que l'éducation nationale, je dirais, il y a l'éducation parentale, il y a l'éducation religieuse, il y a l'éducation sociale, il y a l'éducation d'école. Donc, bien sûr que les deux points essentiels, c'est parental et l'éducation scolaire. Bon, parce que maintenant, l'éducation religieuse a plutôt marqué le pas, mais malgré tout, ces deux points-là sont super importants et c'est des choses qu'on ne peut faire qu'à la carte, parce que les enfants d'aujourd'hui sont des enfants qui ont des talents merveilleux. Mais
ils ne peuvent pas, justement, il faut leur donner la capacité de développer ces talents. Et là, si on leur développe ces talents à ces jeunes, déjà, on n'aura plus d'anorexiques, d'hyperactifs ou que sais-je, mais on aura des personnes qui vont s'éclater dans leur domaine et qui sont capables d'apporter dans notre société des révolutions, je dirais, technologiques, des révolutions de pensée, des révolutions de tout ça, qui permettra de porter cette humanité beaucoup plus loin. Mais il faut leur en donner, c'est pas en leur donnant les vieux schémas qu'on va permettre de les développer nous-mêmes déjà, parce que ces enfants ont des capacités que nous n'avons pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons déjà souffert de ce système, je dirais, c'est pas carcéral, mais c'est un système qui nous a enfermés. Et donc ces enfants sont encore plus dans la souffrance que nous, on pouvait avoir. Et il faut vraiment, faut pas les laisser sans cadre, hein, c'est surtout pas ça. Il faut leur donner au contraire toujours une certaine autorité, etc. Mais il faut leur laisser aussi la possibilité de développer leur talent, d'écouter leur talent, leur capacité. Et là, on va faire des choses, déjà nous, c'est ce qu'on aspire en tant qu'individu, mais eux, ils en meurent quand on le fait l'inverse. Nous, on a réussi à survivre tant bien que mal, mais ces nouvelles générations, ils sont tellement pointus, tellement sensibles qu'on peut vraiment les détruire, et ce serait très très dommage. Tu veux dire que toi, tu le vois aussi dans le cadre de ton activité, ou c'est un constat qui est personnel, qui est partagé peut-être avec des personnes de ton entourage? Oui, c'est partagé avec des personnes de mon entourage, ça c'est clair. Mais en plus, c'est des choses que je vois, que je vis. Et tu sais, c'est les enfants indigo, les enfants arc-en-ciel, les enfants cristal, etc. Et bon, moi j'ai la chance en plus de voir les auras. Quand je le demande, je peux voir. Là encore, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, il suffit de demander pour voir, pour les avoir. Quand on dit « ah ben non, je vois pas l'aura », ben oui, évidemment, mais est-ce que tu as demandé à voir l'aura? Et déjà, à la base, je demande à voir l'aura, ok, puis après ça, avec un petit peu d'habitude, un peu de travail, on va les voir. Donc on peut repérer déjà ces êtres qui sont là, et qui y en a maintenant qui sont à l'âge adulte, hein, qui se marient entre enfants indigo ou enfants arc-en-ciel, et qui vont donner encore des enfants. Et donc, il faut vraiment, mais souvent, ils ont perdu leur cadre, ils ont perdu parce que nous, on est là aussi, des anciennes générations, pour leur redonner les valeurs de la vie, les valeurs de l'amour, les valeurs du respect des autres, etc. Parce qu'ils ne l'ont pas là, spontanément. Mais par contre, d'un autre côté, il faut tout faire pour leur donner les capacités de se développer. Parce que moi, j'ai vu des enfants... ils n'étaient pas anorexiques, mais des enfants en bas âge de 5-6 ans, ils ne mangeaient que des clopinettes. Et là, sincèrement, ces enfants, sincèrement, pour moi, je pense qu'ils mangeaient du prana. Ce n'est pas autrement. Ils ne pouvaient pas vivre avec ce qu'ils mangeaient dans leur assiette tous les jours. C'était pas possible. C'était pas possible. Et donc, ils auraient dû être en carence de vitamines, de machins, etc. Même si on y faisait attention, c'est leurs parents et moi. Mais ça n'empêche que... Et donc, on voyait aussi ces enfants qui avaient des capacités et qui ne demandaient qu'à se développer. Il y avait des choses extraordinaires avec des enfants avec qui on s'acharnait à leur faire apprendre des opérations du style 7+3, alors qu'ils connaissaient ça par cœur, alors qu'eux, ils avaient commencé à travailler déjà à penser sur les ordinateurs et à penser un petit peu comment créer des logiciels et des choses comme ça. Donc, on arrive avec nos petites opérations 3+7, et puis eux, ils sont déjà partis à des milliers de kilomètres devant, et puis on se dit, mais pourquoi ils ne se plaisent pas à l'école? Ouais, c'est clair. C'est clair. Oui, c'est une évidence. C'est pas à eux de se plier à l'école, c'est à l'école à se plier à eux. Et ça, c'est vraiment un travail qu'il faut changer dans les pensées. On sait bien que là aujourd'hui, les enseignants ont perdu leur aura, leur auréole. Autrefois, il y avait quand même dans toutes les... On arrivait dans le village, il y avait le maire, il y avait le curé, il y avait le médecin, il y avait le notaire, il y avait le professeur. Et là, regardez bien, tout ce monde-là, tout le monde a dégagé, il n'y a plus aucune reconnaissance de tout ça. C'est ni bien ni mal, je veux dire, c'est un constat. C'est un constat, oui, parce que je veux dire, on va arriver à créer quelque chose d'autre qui est très bien aussi. Je veux dire, c'est pas un regret du oh bon vieux passé, pas du tout. C'est une observation. Et donc tout le monde a perdu un petit peu son auréole. Et là, c'est vrai que créer plus d'auréole, plus personne, d'un seul coup, il n'y a plus de référence pour les jeunes aussi.
Donc ils savent plus, ils n'ont plus de modèles, ils n'ont plus de choses comme ça. Et là, en plus, quand on voit toutes les malversations qu'il y a à droite et à gauche, ça leur donne un modèle qui n'est peut-être pas très très souhaitable. Ouais, c'est évident. Ouais. Et d'un autre côté, moi j'ai le sentiment, depuis 4-5 ans, qu'il y a une grosse partie de la population, malgré tout, des millions d'individus à travers le monde, qui sont en train de prendre conscience de beaucoup de choses et qui sont en train de se révéler, hein, tout simplement. Hein. Est-ce que tu le vois, toi aussi, de ton côté? Ouais. Moi, je le vois, et puis j'essaye d'œuvrer le plus possible dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, parce que j'avais écrit il y a quelques années, préparez-vous au changement, avec les nouvelles énergies qui arrivent, et ces énergies nous montent vers de plus en plus de conscience. Et là, c'est de plus en plus de conscience, c'est-à-dire que cette humanité va devenir de plus en plus évoluée. Sauf qu'on se retrouve avec une humanité de plus en plus évoluée, mais il y a toujours la dualité. Il y a toujours la dualité. Et de l'autre côté, on se retrouve avec les peurs, toujours. La peur de l'autre, la peur de celui qui n'est pas comme nous, celui qui vient de l'étranger, celui qui n'est pas de la même religion, celui qui n'est pas de la même couleur que peau, on est dans les peurs. Et donc, toutes ces peurs nous éloignent, nous mettent dans des positions de souffrance, déjà, il faut bien le comprendre, parce que ça ne nous rend pas heureux, les peurs. Hein. Le racisme n'a jamais rendu personne heureux, hein. Je veux dire, aussi bien celui qui le subissait que celui qui le faisait. Hein. Ça n'a jamais rendu quelqu'un heureux. Et donc, sont des souffrances. Et donc là, on se retrouve avec beaucoup de gens qui sont attirés d'un côté, et de l'autre côté, beaucoup de gens qui sont dans la souffrance, dans la peur du chômage, la peur de la crise économique, etc. Et je dirais que quelque part aujourd'hui, et c'est là mon discours essentiel aujourd'hui, c'est l'amour. C'est l'amour, parce qu'en fait, si on veut vraiment changer notre monde, on n'est plus à l'époque. On a vu encore les révolutions arabes, les pauvres, on a amené la révolution dans leur pays, puis regardez dans quel état ils sont aujourd'hui. Et je comprends qu'ils soient dans la souffrance et qu'ils sont pas contents après envers nous, ça c'est logique. Et par contre, les révolutions, la guerre, tout ça n'a jamais rien amené. Depuis que de la souffrance, que de la peur, que de la haine, et encore plus de haine et encore plus de ressentiment. Et je veux dire, il faut absolument changer le paradigme, dire ok, les guerres n'ont jamais rien donné, ça ne donnait qu'on a tapé, en tapant là sur la tête de quelqu'un, on peut le faire plier, mais on ne lui changera pas ce qu'il a dans sa tête, hein, c'est pas possible. Et donc là, ce qu'il faut, c'est changer de paradigme et de se dire ok, si au lieu de critiquer, de choses comme ça, on envoyait de l'amour. Et là, je sais bien que c'est quelque chose de difficile, c'est très 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 difficile. Je lisais encore les histoires de ces viols massifs qu'il y a eu en Allemagne récemment. Je veux dire, comment qu'on peut envoyer de l'amour à des personnes qui font des choses comme ça. Je veux dire, je le comprends, mais c'est pas possible, c'est pas recevable, mais ça n'empêche qu'il faut sortir un petit peu de ces contextes, ces cas un petit peu déplorables, pour justement envoyer peut-être de l'amour d'une manière plus générale, parce que là, on ne va pas envoyer l'amour sur tel ou tel président, mais si on envoie l'amour sur tous les dirigeants, si on envoie l'amour sur tous les gens qui sont dans la souffrance, parce que même ces personnes qui ont fait ces actes à fois abominables, ce sont des gens qui sont dans une souffrance terrible. Il faut arriver à faire des choses aussi abjectes. Je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas bien dans leur tête, hein, c'est évident. Alors c'est pas pour autant, c'est pas pour les cautionner, il faut faire tout ce qu'il faut pour qu'ils soient punis et qu'ils ne recommencent pas. Mais ça n'empêche qu'ils sont quand même dans la souffrance. Et pour moi, le bien et le mal déjà a été inventé par les religions. Déjà, faut déjà sortir de ça. Le bien et le mal, vous savez, en plus, on arrive en Occident, en plus on est bien parce qu'on arrive en Occident, on nous dit, tiens, t'es en Occident, pays chrétien, donc déjà, tu as le péché originel sur les épaules, donc il va falloir que tu bosses beaucoup si tu veux un jour arriver au paradis, et en plus on nous dit tu as la dette nationale, hein, en plus. Bienvenue. Donc là, double charge, etc. Donc tout ça, c'était pour nous, ce sont des mécanismes pour nous enfermer, parce que nous sommes libres, il n'y a pas de charge de péché originel, etc. Il faut s'affranchir de tout ça, et là aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est travailler dans cet amour, et ça, plus on va travailler dans cet amour, plus on sera nombreux à travailler, vibrer dans cet amour, plus on peut changer, là, à ce moment-là, notre société. Parce que d'un seul coup, les dirigeants à qui on envoie sans arrêt des pensées négatives, ce qui est logique, hein, je veux dire, j'essaye de rattraper les miennes aussi de temps en temps, parce que ça sort aussi, c'est humain, mais tous ces gens à qui on balance des pensées négatives, on est en train de leur baisser leur niveau vibratoire. Et donc, on les emmène dans des pensées également négatives, parce que quand on a un niveau vibratoire bas, on est dans les pensées égoïstes, on est dans les pensées d'intérêt personnel, etc. Donc, par contre, si on monte leur niveau énergétique en leur envoyant de l'amour, on va obligatoirement les sortir de ces pensées, et d'un seul coup, ils vont
penser un petit peu plus au bien des autres, etc. Et si on n'a pas besoin d'être majoritaire non plus pour le faire. On a besoin simplement il y a toujours, dans toutes les révolutions, il y a toujours besoin d'un noyau, un petit groupe, et qui va faire basculer un petit peu l'ensemble. C'est vrai. Et là, je sais que tu as beaucoup voyagé, Julien, je sais aussi, moi aussi, j'ai beaucoup voyagé, et je pense que tu ne me contrediras pas quand je te dirai que partout dans le monde, quand on rencontre les êtres, les individus, je dirais, pas les gouvernants et tout ça, mais les individus, qu'est-ce qu'ils ont, les individus? Ils ne veulent qu'une seule chose. La même chose que toi, que moi, que tout le monde. On veut être heureux, on veut avoir notre famille autour de nous, on veut avoir de quoi manger dans l'assiette, on veut avoir un toit au-dessus de la tête et puis avoir pas trop de soucis pour le lendemain. Voilà, c'est tout ce qu'on demande tous autant qu'on est. On est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Tous les mêmes et tous interdépendants. Et ça, l'interdépendance, c'est très important, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça, du fait que justement, on est tous interdépendants? Chacun dépend l'un de l'autre, quoi. Et il ne faut surtout pas croire que ta petite action que tu vas faire de ton côté ne va pas avoir un impact sur ton entourage. Bah, c'est les effets papillons aussi qu'on appelle ça. C'est un battement d'aile d'un côté. C'est vrai que ça a toujours des répercussions. Sauf que pour moi, on est tous dans notre monde. On n'est pas dans un monde avec 7 milliards d'individus. On est dans 7 milliards de mondes qui sont reliés dans un espace commun. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans mon monde n'est pas forcément ce qui se passe dans le tien ou dans celui du voisin. Donc on est responsable à 100% de ce qui se passe dans notre monde. Par contre, c'est vrai qu'on peut, comme là on le fait avec l'enregistrement, avec notre discussion, eh bien là on peut se passer des informations qui vont changer des choses dans le jour. Mais dans notre monde, c'est évident que tout ce qui se passe dans notre monde et une pensée dans notre monde va retentir sur plein de choses. Et il suffit, il y a des films intéressants d'ailleurs, qui sont sortis en disant tiens, on va par exemple enlever telle ou telle situation ou empêcher telle personne de mourir, et d'un seul coup, on s'aperçoit de toute la répercussion que ça peut avoir sur des choses qu'on n'imagine pas. Et c'est pour ça, c'est vraiment, on est tout mais à l'intérieur de chacun de nos mondes, on est dans des mondes différents aussi. D'accord. Est-ce que tu crois que c'est essentiel de cultiver sa spiritualité pour tendre vers le bonheur? La spiritualité, pour moi, est un élément, on dit bien spiritualité, donc il faut bien aussi faire la distinction entre spiritualité et religion, hein, on est bien d'accord, parce que les religions, pour moi, j'ai été longtemps dans la religion, hein, j'ai été même fait toutes mes études avec les franciscains, etc., donc j'étais beaucoup bercé par la religion. La religion était utile pendant un grand nombre de siècles, même s'il y a eu des débordements, etc. Peu importe, c'était quelque chose qu'il fallait qu'on apprenne et quelque chose qu'il fallait qu'on vive. Mais aujourd'hui, quelque part, nous n'avons plus besoin des religions pour nous rentrer en contact avec Dieu. Donc on a besoin de cette spiritualité. Et cette spiritualité, l'être humain est un être spirituel au départ. Et c'est ce qui m'afflige un peu quand je vois mes collègues psychiatres. Beaucoup sont restés avec la notion de Freud ou des choses comme ça, avec les pulsions sexuelles qui étaient prédominantes chez l'être humain. Les pulsions sexuelles sont importantes, bien sûr, ça fait partie de l'être humain, mais seulement les pulsions spirituelles sont encore plus importantes. Et nous, on a peut-être encore beaucoup plus besoin de cette notion de spiritualité, de ce contact avec le divin, et là, ce qui est génial aujourd'hui, et ça, un grand merci, c'est qu'on peut rentrer en contact avec ce divin sans avoir besoin de passer. Mais alors ceux qui veulent continuer avec les religions, ça n'a aucun souci, il y a chacun a sa route, il n'y a pas de mauvaise route. Mais pour moi, je me suis affranchi de ces religions, bien en prenant justement, en écoutant un petit peu leur connaissance, leur savoir, etc. Et en faisant ma propre opinion, parce qu'aujourd'hui, on peut directement être en contact avec le divin. Et là, c'est quelque chose de merveilleux. Ce qui voudrait dire qu'on est tous des dieux potentiels? On est tous des dieux en apprentissage. En apprentissage. En apprentissage, voilà. C'est génial. Et je pense qu'on nous a mis, comme on était un petit peu peut-être les turbulents de la classe, on nous a mis dans la matière, parce que la matière nous freine. Parce que c'est évident que c'est un peu comme si vous mettiez un gamin à conduire une Ferrari, il ira pas très loin, il ira vite dans le mur. Et donc, si on lui apprend à conduire déjà une 2 chevaux, une voiture ou la voiture à pédale pour commencer, voilà, il va commencer avec la voiture à pédale tranquillement, et puis au fur et à mesure, on va lui donner, parce que nous, on a des capacités inouïes, mais seulement, il faut bien comprendre que au départ, on n'est pas capable de limiter un certain nombre de pulsions, de certains désirs,
plaisir, certains. Donc il faut vraiment apprendre à maîtriser tout ça avant de passer à la Ferrari, je dirais. Oui, c'est clair. Ouais. Ce qui veut dire que l'énergétique, c'est à portée de tout le monde. Tout à fait. Comme tu le disais, la détection de l'aura, c'est à portée de tout le monde. Sentir la présence peut-être des mondes invisibles qu'il y a autour de nous, ça, c'est à notre portée. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend, et puis ça s'écoute, il faut le vouloir. Et moi, j'avais des maisons comme ça qui étaient hantées. Alors, faut pas en avoir peur, parce que là encore, on arrive dans la peur. On arrive beaucoup dans la peur. Les maisons, et moi, je me rappelle, j'habitais la Normandie, et je me rappelle, j'étais de temps en temps, quand j'étais tout seul le soir dans ma maison, j'entendais marcher au-dessus de ma tête, et je montais 4 à 4, et il y avait personne. Je vérifiais tout était fermé, etc. J'étais vraiment tout seul, et il y avait... Ça fait peur, ça, quand même. Ça fait peur. Bah oui. Mais justement, faut sortir de ça, parce que ils peuvent pas intervenir sur nous. Ça leur demande beaucoup. Pour bouger simplement un verre, ça leur demande une énergie inouïe, faut bien le comprendre. Et c'est nos peurs qui les nourrissent, je dirais, quelque part. Moi, je me rappelle, j'aurais fait un deal avec lui. J'avais fait un deal en lui disant, bon, ok, t'es là, j'ai compris que c'était un ancien propriétaire du lieu. Ok, tu me déranges pas, mais tant que tu déranges pas ma famille, mes amis, mes proches, etc., il n'y a pas de souci. Tu peux rester. Mais si tu enquiquines le monde, là j'avais suffisamment d'amis, moi je le faisais maintenant, je le fais, mais je l'enseigne maintenant, mais à l'époque je ne le faisais pas, j'avais suffisamment de gens que je connaissais qui étaient capables de faire sortir ces esprits quand ils étaient mal. Eh bien pendant tout le temps où j'ai habité dans cette maison, il m'a toujours fichu une paix royale, très très discret, etc. Super. Sauf le jour où j'ai commencé à déménager. Et là, le jour où j'ai déménagé, je vais casser le deal, je partais. Et donc là, j'ai entendu les portes, les fenêtres, tout ça qui claquait, c'était pas possible. Il n'était pas content. Il était pas content. Est-ce que tu as le sentiment, comme moi, que la population est en quête de sens ? Oui, c'est toujours les deux aspects dont on parlait tout à l'heure. C'est que il y a une quête de sens, mais beaucoup sont pris encore par tous ces programmes, toutes ces croyances, toute cette éducation qu'on a acquis, qu'on a eu quand on était jeune et moins jeune. Et donc il y a la quête de sens, mais il faut aussi savoir s'affranchir un petit peu de tous ces programmes qui sont pas. Il y en a certains qui sont bons, mais il y en a certains qu'il faut peut-être savoir mettre de côté et puis pour évoluer, pour avancer. Ou se faire accompagner. Oui. Moi, je suis toujours un électron libre. Je suis toujours un électron libre. Bien sûr, on peut aller faire des stages, aller écouter des conférences, lire des bouquins, mais moi, je suis très très méfiant sur les maîtres et les machins, parce que on revient toujours sur un prisme, sur un dogme, on va voir le monde à travers le regard de l'autre. C'est vrai. Et voilà. Moi, je dis toujours, lisez, écoutez, regardez les films, faites votre opinion, gardez votre esprit critique, dans tout ce que j'ai dit également. Et là, au fur et à mesure, et allez dans la nature, allez dans le jardin, allez faire votre potager, allez marcher dans la nature, c'est là une des meilleures manières de comprendre comment ça fonctionne. On est proche du bouddhisme dans ce que tu dis. Le bouddhisme, j'aime beaucoup le bouddhisme parce que, comme je te disais, j'avais été dans la religion catholique, chrétienne. Et là, la religion chrétienne était très dure parce qu'en fait, c'était le péché, tu étais puni, tu allais en enfer, etc. Donc là, et moi, je suis affligé par le nombre de personnes qui ont dû mourir en ayant la peur, justement, de tout cet enseignement. Et parce qu'ils se disaient, qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver de l'autre côté, je vais me retrouver en enfer, etc. Par contre, le bouddhisme, il dit la même chose, mais au lieu de dire ne fais pas ci, il dit fais plutôt ça, tu verras, ce sera mieux, etc. Donc c'est vrai qu'ils sont déjà plus proche mais là encore, leur enseignement, faut l'écouter, mais il faut en prendre ce que l'on en veut. Tout n'est pas forcément à prendre. Non, c'est clair. Il faut avoir toujours cet œil critique sur les choses. Tout à fait. Il faut faire sa propre opinion, et ça, c'est vraiment l'important. C'est pour ça que les gens, faut les écouter. Mais il y avait, comme on disait en médecine, il y a beaucoup de professeurs, mais il n'y a pas beaucoup de maîtres. Et là, même des maîtres, il faut les écouter, mais il ne faut pas forcément... C'est comme pour les channels, etc. Il y a des gens qui vont passer des messages magnifiques, mais au sein de ces messages, il faut faire attention, parce qu'il suffit qu'il y ait quelques éléments qui soient faussés, et donc ça fausse complètement le message dans sa globalité, et ça nous emmène dans des voies qui ne sont pas forcément bien. Donc là, il faut toujours garder une vigilance, surtout, et surtout se faire son opinion par soi-même. Ça me fait penser à la liberté de penser.
et à la liberté tout court. À la liberté J'ai rencontré des sages qui me disaient que la liberté, c'est le bonheur. Ou le bonheur, c'est la liberté. Oui, le bonheur, pour moi, personnellement, je ne peux pas concevoir le bonheur sans liberté. Pour moi. Alors après ça, est-ce que c'est général? J'en sais rien. Mais pour moi, la liberté m'a toujours conduit, parce que c'est vrai que j'aurais pu faire des associations, rentrer dans des trucs ou des machins, et j'aurais connu un développement beaucoup plus important mais ça m'intéressait pas et ça m'intéresse toujours pas parce que pour moi je suis un électron libre et ma liberté est la plus importante. Et moi j'adore, il y avait un monsieur que j'adore, c'est monsieur de la Boétie qui était au Moyen-Âge, et il disait toujours: les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et donc je préfère mourir debout que mourir à genoux. Et voilà, donc j'essaye, mais c'est pas toujours facile parce qu'on a toujours nos peurs qui nous reviennent et qui ont tendance à nous remettre un petit peu à genoux, et donc il faut arriver à se relier. Mais la liberté est vraiment importante pour moi, c'est sine qua non. Pour moi, c'est un des éléments les plus importants qui a guidé ma vie d'ailleurs. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, je me retrouve dans ce que tu dis, quoi. Est-ce que tu aimes bien les citations? Oui, ouais. J'aime bien. Est-ce qu'il y a une citation que tu préfères parmi, je sais pas, plein de citations? C'est ma citation personnelle. Je vais m'auto-citer. je suis désolé. Hein. Ça va me développer mon ego, ça va être difficile. La citation, alors peut-être, vous savez, tu sais, il y a souvent des citations, il y a peut-être d'autres qui ont cité la même chose. La citation que j'aime bien aujourd'hui répéter, c'est: notre cœur connaît notre route, la route du bonheur. Maintenant, aurons-nous le courage de le suivre? Merci Luc.